Donc en fait, bien comprendre, hein, la ruse militaire, je peux mettre des filets, vous pouvez passer en avion, vous avez des satellites, vous verrez pas ce qu'il y a en dessous, ok? Je peux également faire quoi? Bah, je peux camoufler tout ça, ok? Je peux m'en servir, faire du repackaging, c'est-à-dire que bah, vous allez croire que c'est un camion, et en fait, bah, ça peut s'escamoter, ça devient un char d'assaut. Le daisling, notre cerveau est habitué à avoir des formes précises, des couleurs précises. Si jamais on est en train de le berner, ben on fait un jeu d'illusion. Là, il va vous falloir quelques secondes pour comprendre que c'est bien un bateau. C'est sur l'eau, hein, il y a une cheminée, bah ouais, c'est bien un bateau. Mais au premier coup d'œil, ça paraît pas évident. Ensuite, le mimétisme. Le mimétisme utilisé par les animaux, là en l'occurrence les insectes, qui vont se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Ok? Vont se faire passer pour des plantes pour pas se faire bouffer par leurs prédateurs. Et l'invention, la ruse de guerre, bah, c'est faire des demises, faire de faux matériel de guerre, ce ne sont que des pantins. Pourtant, vu du ciel, ça aura l'air très crédible. Et le decoy, faire des leurres, très important dans l'armée, utiliser les leurres. On peut faire des leurres informationnels, on peut faire des leurres militaires. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un serpent qui a la queue coupée. Non, mais c'est plus important. Si on zoome un peu, on voit qu'il y a un autre animal, en fait, qui est en train de se protéger, lui aussi, de ses prédateurs, en se servant quoi? Bah, de la dépouille d'un cadavre, en fait. Et donc, excusez-moi, ça fait un peu de temps. Dézoome un peu, s'il te plaît, tu seras gentil. Voilà. On voit qu'il y a un animal en dessous. Bien un animal. Et pourtant, au premier coup d'œil, c'est pas évident. Donc c'est un petit animal très gentil qui se fait passer pour un serpent. Ok? Ça, c'est l'art du leurre. C'est exactement ça. Donc je vous ai parlé des magiciens, euh, comme je vous ai dit. Pour affecter quelqu'un, on va attendre ses expectancies. Expectancies, pour vous expliquer, grosso modo, on a tous des attentes dans la vie. Ok? Si je vous fournis ces attentes, ben vous allez, c'est une boucle rétroactive. euh, loop feedback en termes psychologiques. Ok, vous attendez quelque chose, je vais vous donner ce que vous voulez, je vais attirer votre attention, je vais modifier votre perception. Là, ça va induire des modifications sur vos prises de décision, ça va jouer sur votre affect, et en jouant sur votre affect, je vais pouvoir jouer sur votre comportement. Ok, ça peut être n'importe quoi. Vous avez besoin d'un dernier iPhone, je vais vous vendre un dernier iPhone. Vous vous sentez seul, bah, on va vous donner une jolie fille qui va vous faire parler. Ok? Toutes vos attentes, ok? Soit on peut les satisfaire et gagner votre confiance, hein, et vous induire en erreur parfois, puisque bah, vous vivez dans une société de consommation. Comme disait le président Lelay de TF1, on vous vend du temps de cerveau disponible. Plus j'accapare ton temps de calcul de cerveau, moins t'as le temps de réfléchir sur ta propre condition. Ok? T'es incapable d'avoir un esprit critique puisque on passe ton temps à susciter ton désir, à te manipuler via la pub, via l'information. Ok? Et donc, bah, t'arrives plus à penser par toi-même, en fait. Et le pire, c'est que parfois, bah, des propres idées que toi, tu penses avoir de ton propre chef, tu t'es même pas rendu compte qu'on te les a soufflées, en fait. On t'a manipulé pour croire quelque chose. Pour croire des choses qui sont fausses, en plus. Donc, comme ça joue, on joue sur ton affect, on joue sur ta perception, ta prise de décision, ton comportement. Ok? Ça, c'est les techniques de manipulation. Donc, à l'heure de l'information, on a quoi? Bah, on a ces strates de l'intérêt de la communauté. Bon, on vit dans une société tout digitalisée, société de l'information, donc l'information est disponible non plus via les canaux traditionnels comme on le faisait avant, mais par les réseaux sociaux, les moyens de télécommunication, SMS, VoIP, un canal IRC, réseau Twitter, Facebook, LinkedIn, page web, blogging, mail, médias en ligne. Ok, donc on voit que bah, c'est des couches, hein, des strates qui qui comment dire, communiquent. Et le but, bah, c'est de voir l'intérêt personnel au niveau du global, ok. Et il y a vraiment tantôt cette sphère personnelle, cette sphère globale, ok, au sein de la société, du monde même, j'ai envie de dire, et cette échelle temporelle, maintenant, plus tard, ou pour toujours, ok. Et on voit ben, un mappage en fait, hein, du centre d'intérêt des différentes communautés humaines, on entend. Donc l'art du leurre, c'est perception management, ok? C'est l'attention aux détails.
Mais de loin, en fait, vous vous en rendez pas compte, quoi. Voilà. Si je vous montre ça, vous êtes incapable de définir la photo. Si je zoome, ouais, bien sûr. Là, vous allez me dire, ah ouais, il y a un papillon, là, je l'ai vu. Mais de très loin. Vous comprenez bien que c'est très, très compliqué. Ça, c'est l'art de la rue, c'est l'art du camouflage, en fait. Donc, le but, ça va être bah, d'être le plus discret possible. C'est ce que font les agences de renseignement. Et voilà, se fondre dans le décor. Le papillon, là, de loin, on dirait que c'est un tronc, mais non. C'est pas du bois, c'est bien un papillon. Ça, c'est pareil. Ça va se fondre dans les couleurs, ça va casser les lignes. Alors là, vous êtes à quoi? 15, 17, 18 mètres du bunker, c'est un QG. On voit les unités de climatisation. Mais je peux vous assurer qu'avec des filets de camouflage et à 1 kilomètre, vous le verrez pas en fait. Ils se font totalement dans le décor. C'est le but. Ok? Donc ça, c'est l'art du camouflage. Bah, c'est pareil, en ligne, il va falloir apprendre l'art du camouflage. Et c'est ce qu'on apprend aux agents, soit de la NSA, soit du GCHQ. Donc je vais vous parler de l'opération Fortitude, on va y revenir, on verra tout l'aspect psychologie parce que c'est la partie la plus complexe, c'est celle que je laisserai. Mais grosso modo, pour opérer, on a une technique dans le renseignement qui s'appelle le déni plausible en fait. C'est la possibilité de nier de façon plausible. Mentir, mais avec élégance. Ok? En fait, c'est la possibilité, notamment dans le droit américain, pour des individus, généralement ce sont des responsables officiels dans le cadre d'une hiérarchie formelle ou informelle, de nier connaître l'existence d'actions condamnables commises par d'autres dans une organisation hiérarchique, ou d'en être responsable si des preuves pouvaient confirmer leur participation. Donc, si elles sont personnellement impliquées, ou elles ont volontairement ignoré ces actions, eh ben, le terme implique généralement la préméditation, hein, comme l'établissement intentionnel des conditions permettant d'éviter de manière plausible la connaissance et les responsabilités des actions incriminées. Donc le déni plausible vous permet de mentir et de dire ah ben écoutez non non je n'étais pas au courant et plutôt que rentrer dans le jeu, hein, on va essayer de vous attaquer, bah vous allez nier en bloc et dire bah non moi j'étais pas au courant, écoutez j'avais pas le niveau d'habilitation ou bah non c'est mon état-major qui a fait ça, moi je suis président, ils m'en ont pas parlé. Bref, ça permet de que certains servent de fusible, ok, pour court-circuiter toute enquête possible ou éventuellement bah, des enquêtes en termes journalistiques, ok. On va dire bah écoutez non moi j'étais pas au courant, je savais pas ça, vous me l'apprenez. Donc c'est ce qu'on appelle le déni plausible en fait. Ça permet de faire des opérations sous couvert et en cas de problème, si jamais bah, on se fait griller, euh, et bah, il faut surtout pas que ça fuite dans les médias, il faut surtout pas que ça fuite dans le secteur civil. Donc bah, on va trouver un coupable qui va servir de fusible et bah, ça évitera que les plus hautes instances qui ont opéré l'opération sous couvert se fassent griller. Au pire des cas, on aura un directeur des agences de renseignement qui démissionnera et on en mettra un autre à sa place. Ça ne change strictement rien. C'est juste pour les apparences, pour le grand public en fait, hein. Ça, c'est le contrôle de l'information aussi, hein. Donc, je vous avais parlé, on va parler un peu de l'opération Fortitude parce que c'est vraiment la psyops qu'on apprend dans tous les livres d'histoire, j'ai envie de dire. Et vous allez voir comment, bah, pendant le débarquement, en fait, hein, on a réussi à tromper totalement les nazis. Ok? Donc, euh, à l'aube du débarquement, en fait, les stratèges militaires vont multiplier les opérations de désinformation de manière à semer le doute dans le camp nazi. On a la conférence de Téhéran, 28 novembre au 2 décembre 1943, et les trois grands se réunissent afin d'aborder le sort d'une guerre qui semble bien engagée pour les Alliés. L'Allemagne reste néanmoins bien présente sur le vieux continent, et notamment en France, secteur qui va rapidement cristalliser toutes les attentions. En effet, les côtes françaises représentent un objectif stratégique de premier ordre pour les Alliés, qui vont s'empresser d'exploiter face à une Allemagne qui vient de survivre une énorme désillusion sur le front russe, afin de maximiser ses chances, en effet, hein, dans cette conquête du Troisième Reich. On a l'état-major suprême de la force expéditionnaire alliée, qu'on appelle le SHAEF, SHAEF, décide de monter l'opération Bodyguard, dont le principal objectif est de dissimuler l'incursion de leurs troupes par le sud. On aura également l'opération Dragoon, et par le nord, celle qu'on connaît tous, l'opération Overlord.
Pour ce faire, les stratégies militaires alliées vont multiplier les opérations de désinformation. On est en plein dedans. Guerre de l'information, subversion, manipulation, de manière à semer le doute dans le camp nazi. Donc, parlons de ce projet Fortitude. Revenons en 41. Winston Churchill fonde la London Controlling Section, LCS, dont la mission essentielle réside dans la prise en charge des opérations clandestines et de désinformation. Commandée par le colonel Bevan, la LCS va chapeauter la mise en place de Bodyguard, une opération qui se divise en 3 sous-opérations. On a Fortitude South, et vous allez voir qu'on a North, East, West, ok. L'objectif majeur de cette sous-opération réside dans la capacité des Alliés à conforter les Allemands dans l'idée d'un débarquement dans le Pas-de-Calais. Et pour entretenir l'illusion d'une attaque décisive dans le Pas-de-Calais, les Alliés ne vont pas manquer d'ingéniosité dans la région de Douvres. L'un des éléments les plus invraisemblables de cette stratégie s'apparente à la création du premier groupe d'armées, le FUSAG, ok, FUSAG, constitué de 11 divisions fantômes, ok, les Ghosts. Cette armée est composée de chars et de batteries d'artillerie en caoutchouc, de fausses infrastructures, plus de 200 faux navires, ok, un faux terminal pétrolier ou encore une cinquantaine d'escadrilles de faux Spitfire et P-51 Mustang. Pour crédibiliser cette tromperie, les Alliés vont donner vie à ce gigantesque canular en simulant les bruits d'une activité portuaire, en installant de faux cantonnements militaires, mais aussi en adaptant les éclairages dans cette zone. Pour couronner le tout, l'état-major décide de positionner le commandement de la 3e armée américaine à la tête du FUSAC, le respecté et redouté général Patton. Donc, on a des unités spéciales de guerre psychologique dans l'armée, de de manipulation, ok. On va pouvoir, je vous disais, la guerre, le singit. Le singit, c'est capter les ondes électromagnétiques, mais on peut aussi en créer de toutes pièces, ok. Donc, on peut tromper l'adversaire, faire apparaître de fausses escadrilles de chasseurs, par exemple, sur les radars. On peut simuler de fausses communications radio qui vont être interceptées par l'adversaire, et on va lui faire croire qu'il y a un mouvement massif, de nos troupes sur le champ de bataille. Ça, c'est typiquement la guerre de l'information. Aller balancer des tracts, ok, au-dessus d'un territoire et essayer de pousser les gens à se rebeller, ok, ne plus travailler pour l'insurgé, en tout cas pour la force, pour nos adversaires. Tout ça, c'est de la guerre de l'information, ok, simulé avec d'énormes haut-parleurs, en effet, des bruits d'infrastructures, des bruits de chars, des bruits d'avions, pour tromper l'adversaire, les, les éclaireurs de l'adversaire, ok. Et bah ouais, tous ces trucs gonflables, eh ben les avions de reconnaissance nazis se sont fait avoir et ils ont vraiment cru que on était en train de préparer quelque chose, alors que c'était des dummies. Donc l'opération Fortitude doit rester secrète et berner les Allemands jusqu'au tout dernier moment. Afin de répondre à cette confidentialité, les Américains et les Britanniques imaginent un important système de trafic radio susceptible de simuler les fausses communications. Par le biais d'un ingénieux procédé, les Alliés sont maintenant en mesure d'imiter l'activité de cette gigantesque armée factice par l'intermédiaire d'un système capable de décupler l'activité d'un émetteur, comme je vous le disais. Ce dispositif nécessite le préenregistrement de milliers de télégrammes traitant de la vie quotidienne des unités. La mise en place d'une telle ingénierie a mobilisé plus de 1000 personnes, hommes, femmes, retraités, anciens militaires. Le FUSAG n'est pas un dispositif isolé et s'avère intimement lié à l'activité des agents doubles qui vont corroborer la légende de la puissante et inquiétante armée fantôme. Et vous savez quoi? Ils vont réussir à faire flipper les nazis. Guerre psychologique, on est en plein dedans. Psyops total. Les agents doubles. Le Reich n'est jamais parvenu à faire plier la Grande-Bretagne, malgré les amas de bombes déversées sur la flottille de Henkel, par la flottille, de Henkel HE-111. Outre cet important dispositif aérien, déployé par le pachydermique Hermann Göring, l'Abwehr, donc le service de contre-espionnage allemand, mobilise un important dispositif d'espionnage en Angleterre. Toutefois, le MI5
chargé de la sécurité intérieure du pays, démonte une grande partie de ces réseaux clandestins et parvient à retourner une bonne partie de certains espions allemands. Le renseignement britannique s'ouvre ainsi les portes de la cellule du renseignement allemande en communiquant à sa guise les informations sur l'organisation d'un débarquement fictif. Petite note de ma part, ce réseau deviendra ensuite le réseau Gehlen pendant la guerre froide, composé tous d'anciens nazis qui travailleront pour la CIA. Cependant, malgré les subterfuges alliés, les services de renseignement allemands se doutent à plusieurs reprises de la probabilité de voir leurs ennemis débarquer dans le Pas-de-Calais. À ce titre, l'utilité des agents doubles s'avère déterminante puisqu'elle permet entre autres de dissiper les doutes des membres des services allemands en appuyant de faux renseignements. Donc on retiendra notamment l'activité du ressortissant John Pujol Garcia. 1940, il voit ses services refusés par les Britanniques, puis décide de proposer ses talents à l'Abwehr, qui s'enthousiasme de son engagement. Ses antécédents franquistes plaident en sa faveur et l'intéressé va rapidement tisser et orchestrer d'une main de maître l'élaboration d'un réseau d'espionnage imaginaire outre-Manche sans même se rendre sur place. Nom de code Arabal, il va établir ses quartiers à Lisbonne où il dissèque les quotidiens anglo-saxons et rédige des rapports extrêmement précis aux Allemands. Sa plume imagine tout un réseau complexe et cohérent d'agents fictifs qui ne manquent pas d'attirer l'attention du côté britannique. Le MI5 va finalement s'approprier ces précieux services. Ce manipulateur hors pair se voit attribuer le sobriquet de Garbo en référence à l'actrice suédoise Greta Garbo et devient rapidement un maillon essentiel de fortitude. Les Allemands ont une confiance aveugle en Arabal et son réseau de 24 agents opérant dans le secteur des unités fantômes de la Foussac. La supercherie est totale et permet aux Alliés l'élaboration, le scénario qu'ils souhaitent présenter aux Allemands. Il en résulte notamment l'obstination d'Hitler à vouloir maintenir un important dispositif militaire en présage d'un débarquement dans le Pas-de-Calais annoncé par une source fiable, en la personne de Monsieur Garcia. Mais même le renard se fait ruser. À ces opérations de déception viennent s'ajouter l'intensification des bombardements sur le Pas-de-Calais, qui coûta la vie à 600 civils, quand même. Les fuites diplomatiques et la destruction des radars de Normandie et du Pas-de-Calais par le Fighter Command, peu de temps avant le jour J. Du côté allemand, il existe des certitudes, notamment celle d'Hitler. Le Führer reste convaincu que la Grande-Bretagne s'apprête à mobiliser près d'une centaine de divisions, persiste à croire que le débarquement en Normandie fait office de tromperie. Ok? Les manœuvres d'intoxication, je vous ai dit en renseignement, on intoxique la partie adverse, menées par les Alliés en direction des services de renseignement nazis, s'avèrent très pointilleuse puisqu'elles donnent le tournis à la 15e armée du général Feldmarschall von Rundstedt en commandement de cette puissante armada à maintenir ses troupes dans le Pas-de-Calais dans l'attente d'une attaque incertaine. Ils vont péter les plombs, ils vont voir que l'attaque ne viendra jamais et au moment où il faudra déplacer toutes ces forces vives, eh ben, en Normandie, il sera trop tard. Cette erreur stratégique offre aux Alliés une occasion rêvée pour consolider la tête de pont en Normandie. Ok, pas d'invasion d'un pays sans une tête de pont. La supériorité des systèmes météo alliés les informe d'une alchimie propice au lancement de la phase opérationnelle Overlord. Ok, donc l'occasion n'est pas certaine de se présenter de sitôt et aboutit au débarquement du 6 juin. Donc, moins bien équipés sur le plan météorologique, les Allemands n'anticipent pas cette alchimie et manquent de vigilance. En témoignage, l'absence d'Erwin Rommel, parti fêter l'anniversaire de sa femme alors que le mur de l'Atlantique s'apprête à vivre l'apocalypse. Ok. Donc, 6 juin à 6 heures. 6 juin, 6 heures. 6 juin, 6 heures à 6 heures du matin, 6 juin 1944. 6-6-6-1944. Ok, donc ça c'était Fortitude. Bon à savoir, et il n'y aurait pas eu Fortitude, comme je vous le disais, sans des magiciens. Ok, bien avant les cybermagiciens, on avait d'autres magiciens. Ok, c'est grâce à Jasper Meskeline qu'on a tout ça. Maintenant, je vais vous parler d'une autre opération d'intoxication qui restera dans les annales.
puisque elle a été encore une fois brièvement organisée, mais a eu un impact retentissant. Cette opération, c'est opération viande hachée, mince meat, et vous allez voir pourquoi on l'a appelée comme ça. Donc c'était un plan britannique organisé par le système Double Cross durant la Seconde Guerre mondiale, qui est destiné à convaincre le grand quartier général allemand, l'OKW, que les Alliés envahirent les Balkans et la Sardaigne au lieu de la Sicile. L'opération devait convaincre les Allemands de leur interception de documents hautement confidentiels qui allaient détailler les précisions des futurs plans d'invasion des Balkans et de la Sardaigne afin de les éloigner volontairement de la Sicile, qui était le véritable objectif des Alliés. Cette opération fut un succès car la Wehrmacht transféra ailleurs des divisions de l'île et permit aux Alliés de réussir en douceur leur débarquement. Cette histoire fut plus tard rapportée dans un livre et puis dans un film, L'homme qui n'a jamais existé. Donc, pourquoi mincemeat? En fait, on va se servir de cadavres. On va récupérer un cadavre, on va le laisser sur une plage avec de faux documents et naturellement les Allemands vont croire que c'est un agent du renseignement qui voulait fuir, retourner en Angleterre et il s'est noyé sur les côtes et il a en sa présence des documents incroyables. Donc tout ça, c'est encore une fois l'art de la ruse. Mais laissez-moi vous parler de ce projet de désinformation. 29 septembre 39, on a le directeur du renseignement de la marine britannique, John Henry Godfrey, qui remet aux principaux dirigeants des secrets un mémorandum baptisé Mémo de la truite, décrivant 51 techniques pour berner l'ennemi en temps de guerre, dont une reprenant l'idée d'un roman policier de Basil Thompson, abandonné en mer. À proximité des côtes ennemies, un cadavre revêtu d'un uniforme d'aviateur et porteur de fausses dépêches. À la fin de la campagne, en Afrique du Nord, les membres du haut commandement allié tournent leur attention vers le continent européen. La situation géographique de la Sicile fait d'elle un objectif stratégique primordial, aussi bien pour fournir un tremplin idéal pour l'invasion du continent que pour continuer à maintenir une présence forte des Alliés en Méditerranée. Cependant, cette importance stratégique est aussi reconnue par les Allemands qui ont installé une puissante base aérienne d'où partent les avions de la Luftwaffe, notamment en direction de Malte. Comme la puissante armada et la concentration de troupes alliées destinées à l'invasion, opération Husky, sera facilement repérée par les puissances de l'Axe, les Alliés se doivent de tromper les Allemands afin qu'ils ne se concentrent pas leurs troupes en Sicile et repoussent ainsi les forces d'évasion. Donc, on a un agent du MI5, ok, Charles Cholmondeley, qui a l'idée de parachuter, ok, et avec un parachute qui serait en apparence mal ouvert, hein. En France, un homme précédemment décédé naturellement, portant sur lui une radio alliée qui fournirait alors aux Allemands un moyen d'écouter les messages ennemis, lequel serait naturellement de la désinformation. Cette idée malheureusement est écartée car jugée impossible, mais quelques mois plus tard, on a le lieutenant-commandeur Ewin Montagu, un officier naval du renseignement du 20 Committee, réputé pour son sens de l'organisation, trouve cette proposition fort intéressante. L'équipe qui travaille sur cette opération de désinformation pense dans un premier temps que les documents doivent être trouvés sur un homme tué durant son évacuation par parachute. Ce dernier ne serait pas ouvert, comme le propose Chumderley. Cependant, comme les Allemands savent que ce n'est pas la politique alliée d'envoyer des documents sensibles au-dessus du territoire ennemi, les Britanniques optent plutôt pour un homme qui serait mort lors d'un accident maritime sur les côtes espagnoles, pays officiellement neutre, mais qui ne cache pas sa sympathie pour les forces de l'Axe. Cela expliquerait le fait que l'homme soit mort plusieurs jours après qu'il soit trouvé dérivant en mer et résout le problème des documents secrets. Montagu donne le nom de code à cette mystification, opération Mince Myth. Ok, donc ça c'est l'art de la désinformation, c'est l'art de la guerre psychologique. Ok, on va se servir d'un cadavre, et ouais, c'est moche, opération viande hachée, et ça a marché, hein. Ils ont tout avalé, et ils ont cru qu'ils étaient vraiment tombés sur
des documents secrets. Ok? Donc tout ça, on aura après, c'est ce qu'on appelle les informations ultra. Ok? C'est l'analyse et la confirmation de la guerre de l'information. Et je peux vous rediriger après, pendant la guerre froide, hein, au MK Ultra. Ok? Donc tous ces scientifiques nazis qu'on a récupérés pour travailler sur le contrôle de l'esprit, sur la manipulation, comment faire parler les espions, comment faire des tueurs qui se rappellent rien, qui oublient qu'ils ont été programmés. Je vous redirige vers les bouquins, euh, comment dire, de Robert Ludlum, La mémoire dans la peau. Ok? Donc il y a eu plein d'expériences après pendant la guerre froide, mais ultra c'est ça. Ultra c'est la désinformation, c'est l'intoxication de la partie adverse, c'est l'art de la manipulation informationnelle. Donc ça c'était des petits exemples. Et c'est grâce à ces gens-là. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que justement, la cyberguerre utilise toutes les techniques qu'on a vues. Je vais vous montrer un petit peu. Pendant que vous êtes détourné par le magicien, l'illusionniste, hein, on voit même pas d'ailleurs, mais il y a une petite bête, eh ben, les personnes sont tantôt attirées par la gestuelle, le langage corporel, le saltimbanque qui fait son tour, et pendant ce temps, il y a quelqu'un, un complice qui lui vole sa bourse, peut-être la clé de sa maison, un enfant aussi en profite pour se pencher, et il est détourné. On détourne son attention sur la main du prestidigitateur pendant qu'il est en train de se faire spolier. Ok? Et les gens, ils calculent rien parce que pareil, ils sont concentrés. Ok? Donc ça, c'est l'art de la manipulation, en fait. C'est de vous faire regarder à un endroit pendant que à un autre endroit, il se passe autre chose. Ok? Ça peut être utilisé en politique, ça peut être utilisé dans le contrôle de l'information, ça peut être utilisé en manipulation, hein, sur un théâtre d'opération pour faire la guerre ou pour contrôler l'opération dans nos démocraties civiles. Ok? Vous détournez de l'opération. Imaginons que je sois un président et que je fasse beaucoup de frappes de drones sur des ressortissants français, ok, et que la loi, la Constitution française m'interdit de faire ça, plutôt que les journalistes s'intéressent au fait qu'on est en train de tuer des Français, malgré que ça soit des terroristes, ils devraient être jugés. Eh ben, je vais détourner l'attention. Je vais aller me faire gauler euh, par tous les paparazzis, je vais faire exprès. Je vais prendre mon scooter et je vais aller avoir une relation adultérine. Je vais aller niquer mon actrice. Ok? Tout le monde va dire, il s'est fait choper par son scooter, il est allé voir son actrice. Voilà, ça va faire les choux gras des journaux. Mais c'est comme ça qu'on détourne votre attention. Pendant ce temps, on n'a pas parlé des problèmes de fond. Il n'y a jamais eu autant d'attaques de drones sur des ressortissants français que pendant Obama et Hollande. Ok? Ça, c'est une technique de stratégie de l'information. Ok? Je vais détourner, parce que l'opinion publique est friande de tout ce qui est un peu croustillant, hein, sexuel et tout ça. Justement, on va leur donner un os à ronger. Et comme ça, le citoyen moyen ne pense pas, le journaliste est plus obnubilé par les affaires de cul de Hollande que par d'autres problèmes qui devraient justement apparaître aux yeux et puis on devrait en discuter dans la société civile, si vraiment on était en démocratie. Voilà, je vous laisse méditer. Mais comment on détourne votre attention d'un sujet? Et puis, c'est quoi la réalité? Je vous disais, la réalité, c'est quoi? Vos cinq sens, ce sont des interprétations électriques, hein, de votre cerveau. La réalité, elle est tangible, ok, à votre niveau. Vous savez qu'au niveau quantique, la matière, c'est quoi? C'est du vide. Pourtant, vous existez, hein. Vous avez une enveloppe charnelle, vous avez un corps. C'est quoi le réel? L'illusion. L'illusion. Certains verront la tête du lapin, le lapin blanc, comme dans Neo, dans la Matrice, et d'autres préféreront voir le canard. Qu'est-ce qui est réel? Le lapin ou le canard? Ou les deux peuvent cohabiter en même temps. Ok? C'est pareil. Il y a deux mondes. Il y a un monde que vous connaissez, et il y a un autre monde que vous ne connaissez pas. Pourtant, les deux cohabitent. Il y a le monde souterrain, et il y a le monde que vous connaissez. Ça, c'est l'art de la prestidigitation, de l'illusion. Ok? Le secret, en fait, hein. L'un ne peut pas exister sans l'autre. L'autre est dans la lumière, et grâce à ça, l'autre est dans l'ombre et peut exister. Ok? Il y a deux mondes. Donc, encore une fois, on va nourrir les attentes du public. Le public, je vous ai dit, pyramide de Maslow, on a tous besoin de boire, manger, se reproduire.
se sentir en confiance, avoir un leader, être apaisé, ne pas être stressé, faire des projets futurs, être sociable, ok? Nouer des relations amoureuses, amicales. Donc ça, on va se nourrir de ça, on va se servir de ça, ok? Pour justement vous conforter, vous mettre dans des petites bulles, parce que bah, l'esprit humain est comme ça, il aime pas être stressé. On en revient au problème de dissonance cognitive, on préfère se protéger, rester dans sa petite bulle que voir la réalité telle qu'elle est, parce que ça stresse. Donc, c'est un moyen de défense du cerveau, et le cerveau, comment il se protège? En créant une réalité parallèle. On se trouve toujours des excuses. C'est une réaction naturelle, en fait. Ça, c'est de la dissonance cognitive. Vos biais cognitifs, on peut les manipuler. C'est une vision altérée du monde, mais la dissonance cognitive, c'est encore pire, puisque c'est un mécanisme d'autoprotection. Ok. Euh, Vous allez, comme quand on a des traumatismes, ok, on va se, on va, on va avoir une partie de la mémoire qui va devenir amnésique, ok, et on va occulter les sévices qu'on a pu voir, les traumatismes qu'on a pu avoir. Mais pourquoi? C'est un système d'autodéfense du cerveau pour pouvoir se remettre de ces chocs traumatiques et qui est la résilience, comme on l'appelle en psychologie, vous puissiez reprendre une vie malgré que vous ayez vécu des mouvements, des histoires, pardon, qui soient choquantes. Ok. Donc certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Ok. C'est ce qu'on a après. On a des séquelles, on a des chocs post-traumatiques. Mais c'est pareil. On peut jouer sur vos humeurs, on peut jouer sur votre peur, on peut vous stresser volontairement, on peut vous traumatiser et bah ça va induire un comportement euh, sur la personne, sur l'individu. Ok. Donc où je voulais en venir, c'est qu'on attend toujours que les choses soient à leur place. Ok. C'est naturel en fait. Et on s'attache à des petits détails, hein. Je vous ai dit, le cerveau, en fait, il crée des représentations, des patterns depuis votre plus jeune âge. Ce sont des algorithmes, en fait, hein. Le cerveau est en perpétuelle amélioration. Et comme je vous ai dit, quand vous êtes jeune, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie, on dort beaucoup, on mange beaucoup. À l'âge adulte, eh ben, le cerveau, c'est comme un ordinateur. Il s'est amélioré, il s'est perfectionné, il a spécialisé certaines parties pour traiter l'information. Ok. Mais l'information, le réel, encore une fois, si on doit parler de physique, métaphysique, c'est quoi le réel? C'est ce que vous attendez. Ok. C'est la représentation, comme je vous disais, mon histoire de balai ou de papillon, si je vous ai montré un balai toute votre vie et qu'à l'âge adulte, je vous dis, bah regardez, ça c'est pas un balai, c'est un papillon, vous allez me dire, non, non, moi depuis que je suis tout petit, je sais que ça c'est un balai. Pourtant non, depuis que vous êtes tout petit, je vous ai montré une photo de papillon et je vous ai dit, ça c'est un balai. Ok? Comment j'ai pu vous induire en erreur? Comment j'ai pu, comme Pavlov, vous conditionner en fait à croire une chose qui était fausse. Ok? Donc, la personne humaine, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la personne qui est en hauteur, ok, qui va sauter, et elle se dit, ouais, peut-être il va faire un plat et tout, ou ça va être un beau plongeon, ok, on attire son regard. Pendant ce temps, on la détourne de quoi? Elle se rend pas compte que la réalité est déformée, ok? Là, cette échelle, elle a aucun sens, on peut pas monter. Celle-là, à la limite, et encore, elle est un peu bizarre. Celle-ci est totalement bizarre. L'échelle, en principe, elle part de la piscine, on remonte, on sort dehors. Là, elle est inversée. Mais la personne normale se rendra pas compte en fait, hein, des petits détails. Et comme on dit toujours, bah le diable se cache dans les détails. Bah, c'est exactement ça. Tout le monde regardera la personne qui va faire son plongeon et se rendra pas compte qu'il y a des choses qui clochent. Ok. Donc c'est ça, l'illusionnisme, la magie en fait. Donc le contrôle vient par l'attention. L'attention, on va contrôler votre attention pour mieux la détourner d'autres choses. Ok. On va satisfaire vos besoins, on va satisfaire vos attentes en fait, hein. On a tous des attentes et généralement quand rien ne cloche, rien n'attire notre attention. Du coup, on n'est pas dans un état vigilant, ok, éveillé. On est dans un état où on est hypnotisé en fait, hein. On n'est pas sur la défensive, on n'est pas sur nos gardes. Du coup, on est hautement influençable. Ok. Et pareil, pour faire un gros mouvement, je vous disais, transformer la société, on va y aller par petites touches, par petites touches. Ok. Quand vous êtes tireur d'élite et vous avez une ghillie suit dans l'armée, on vous apprend à bouger tout doucement, comme un serpent. Ok. À ras du sol, vous allez manger, déplacer centimètre par centimètre
Pourquoi? Parce que l'œil humain voit les différences de couleurs, ok? Depuis qu'on court dans la savane et qu'on se fait courser par les ours, notre instinct a développé, nos yeux ont développé cette capacité de voir des contrastes de couleurs et des mouvements brusques. Si on se fond dans le décor, comme quand on a une ghillie-suite et qu'on avance très lentement, il y a très peu de chances que votre adversaire vous repère. Et c'est comme un avion furtif, le jour où il vous repère, bah, vous êtes déjà à quelques centimètres, voire quelques mètres, voire quelques kilomètres pour un avion, et il est trop tard. Il peut vous frapper. Donc la cible, ok? La cible, on attend toujours, on a des attentes en fait, hein. Si moi je suis en train de chasser un lapin, je vais attendre un lapin. Si le lapin s'est transformé en un oiseau, vous allez me dire, ouah, tu pars loin. C'est juste une comparaison, une analogie. Eh ben, vous allez être surpris. Eh ben, ça, c'est des tactiques de guerre, de tromperie. Eh ben, je peux camoufler un tank dans un camion. Et là, tu vas te dire, ah, c'est un camion. Ben non, c'est un tank, comme on l'a vu plus haut. Tout, voilà. Ça, c'est le repackaging, ok? Ça, c'est les 6 techniques qu'on utilise. Et on peut utiliser aussi dans la société civile, humaine, pour tromper. Donc les petits détails font eh ben, la crédibilité. Ok. Si, comme disait malheureusement le chef de la propagande d'Hitler, hein, Goebbels, il disait hein, un mensonge dit une fois reste un mensonge. Si on répète ce mensonge 1000 fois, ça devient une vérité. C'est pareil dans le renseignement. euh, Ils vous apprennent à, comment dire, à mélanger le vrai avec du faux, ok? Mais s'il y a des bases solides de vrai, vous pourrez mélanger beaucoup de faux avec un peu de vrai, et ben, aux yeux de votre public, ça paraîtra crédible, ok? Et la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Si je vous répète tous les jours, tous les jours, tous les jours que vous allez mourir, que c'est grave, que vous êtes dans la merde, etc., etc., en fait, j'annule votre esprit critique, en fait, hein. Je vais réduire votre vigilance en termes de protection de votre propre petite personne, ok? Si jamais il y a un danger immédiat, et, eh ben, je vais induire l'effet d'être en stase en fait, hein, d'être pas vigilant et ça va annihiler tout esprit critique, tout esprit analytique. Parce que tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout, comme le mensonge, tous les jours un petit peu, et ben sur le long terme, finalement, ça va influencer votre psyché, ça va influencer vos croyances. Ok? Et donc il faut le faire par petites couches. Hein? The big move cover the little move. C'est exactement ça. Ensuite, la perception. On va se fondre dans le décor exactement comme du matériel militaire. C'est ce que on apprend aux agents du GCHQ et le mimétisme social. Ok. Si je me fonds dans le groupe, eh ben, on ne pourra pas me voir. Ok. Euh, du coup, je vais imiter, recréer et faire ce qu'attend le groupe de moi. Ok. Et comme ça, bah, je me fonds dans quoi? Je me fonds dans la masse. Ok. Le but, c'est toujours de se fondre dans la masse, d'être comme un magicien qu'on ne voit pas. Ok. Donc, il va falloir jouer là-dessus. Ok. Ou je peux carrément me fondre dans la masse d'une autre façon. Hein. Là, on sait pas, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. C'est, je me fonds dans la masse. Ok. On a euh, la takia, ok, qui vient de l'arabe, qui veut dire prudence, crainte. Ça désigne au sein de l'islam une pratique de précaution consistante, ok. Et en termes de guerre asymétrique, ça veut dire je vais me fondre dans la masse. Je vais me faire passer pour le Pékin moyen et bah, en fait je serai un terroriste, ok. Je vais me fondre dans la masse, comme ça jamais on pourra se douter que je vais commettre des attentats sur le sol, ok. Donc je vais aller en discothèque, je vais prendre de la cocaïne, comme a fait Atta avant le 11 septembre. Je vais me faire remarquer justement, je vais boire, je vais manger du porc, ok. Mais c'est pour mieux me fondre dans la masse. Ça, malheureusement, c'est ce que font certains djihadistes, l'art de la takia. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Pareil, ok. Comme je vous disais, on va vous manipuler là-dessus, hein. C'est le principe psychologique et
peu importe hein, le pays, on reconnaît les couleurs. Depuis tout petit, on a été influencé par la publicité. Ça, je sais que c'est Coca-Cola. Ok. Là, ça ressemble à de l'hébreu. Je parle pas hébreu, mais même si tu me caches Coca-Cola, je reconnais les lettres, ok, les formes, ok. Pourtant, c'est pas mon pays, c'est pas ma langue, ok. Donc ça, c'est ce qu'on attend, ce qu'on attend. Vous voyez bien que vous avez des attentes rouge sur blanc tout de suite dans votre tête. Vous avez tellement vu le logo, ok, que bah, vous le reconnaissez tout de suite, même quand c'est dans une autre langue, ok. Ça, c'est des patterns qu'on a créés dans votre esprit. La pub se sert de ça, le marketing se sert de ça. Vous connaissez par cœur tous les logos des grosses boîtes américaines, ok. On va susciter votre désir. On veut que vous soyez un bon consommateur, que vous les achetiez. Du coup, on a créé des mécanismes, des réflexes pavloviens. Dès que vous voyez Coca-Cola, vous pensez aux États-Unis, au rêve américain, vous avez peut-être envie de boire un bon Coca-Cola bien frais. Ok. Ça, on crée le désir. Ça, c'est de la manipulation aussi. Comment on peut vendre des iPhones à la terre entière? Eh ben, on a quoi? On a un produit, origine, fin. Au début, il y a quoi? Il y a les innovateurs. Là, le produit, lui, il se dit, putain, je suis pathétique. Personne ne me connaît. Puis on va le présenter à un groupe, ok? On va dire que ça va être le complexe militaro-industriel. Eux, ils vont dire, mais c'est parfait, ça. C'est un putain d'outil de renseignement. On va le faire passer pour un téléphone et ça va marcher. Là, le produit il commence à gagner confiance. Il dit, ouh, je vais faire une ascension fulgurante. Là, il y a un schisme, ok? Ça, c'est la société civile, les civils. Ça, c'est le complexe militaro-industriel qui vous ont vendu toute leur technologie, ok? Là, il y a les premiers adopteurs, hein, puis la majorité, la masse, qui dit, oh, l'iPhone, t'as vu les conférences de Steve Jobs et tout, ça claque, il faut que je m'achète un iPhone, absolument. Là, le produit, il est en train de monter, il fait, ouais, je vais y arriver, je vais y arriver. Puis après, c'est quoi? C'est le roi du monde. Là, il y a des clubs qui se forment, et puis, eh ben, si tu fais pas partie du club, t'as vu Sam, il a un iPhone, et puis après, tu regardes l'autre majorité, tu te dis, putain, moi, j'ai pas encore d'iPhone, il faut absolument que je fasse comme le groupe, comme la tribu, faut que je m'achète un iPhone, ok? Et bah après, tout le monde a un iPhone, le produit devient obsolète. Et après, à nouveau, il y a les agents du renseignement, les scientifiques, le complexe militaro-industriel qui commence à plancher à la prochaine technologie qui permettra de vous espionner, de vous vendre un produit qui est camouflé. On vous vend un téléphone, en fait, on vous a vendu un dispositif, un mouchard, un excellent dispositif espion pour vous espionner et espionner les autres. Ok? La technologie est militarisée, vous vous en rendez pas compte. Pourquoi? Parce qu'on contrôle la société, on vous manipule de A à Z et on suscite le désir. Ok? Avant l'iPhone, on s'en foutait. Regardez comment l'iPhone a transformé, le smartphone a transformé nos sociétés en moins de 20 ans. On est tous des zombies maintenant rivés sur notre smartphone. Ok? C'est comme un impadis même, une extension de notre propre corps. Comme je vous disais, quand vous le perdez, vous êtes dégoûté. Vous êtes plus connecté à la matrice. Hein. Vous perdez vos contacts, vous perdez vos photos. Vous êtes comme un fou quand vous avez plus de téléphone. Ok? Tout ça, on a contrôlé vos humeurs, on a contrôlé vos désirs. On vous a vendu un produit. Ok? On vous a manipulé parce qu'on vous a dit que c'était un super smartphone. En fait, il y a les agences de renseignement qui rigolent, qui ricanent. Parce que, ouais, on a poussé le produit et maintenant, bah, dans chaque maison, on a un dispositif de surveillance avec des caméras, avec des micros. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Et puis, ils diront, ouais, je m'en fous, quoi. J'ai rien à cacher. Mais si t'as rien à cacher, mon gars, ta vie, elle doit être creuse. Franchement, ça doit être triste. Donc voilà, ok? New Product Adoption. Comment on pousse des technologies dans le civil. Et on sait que bah, c'est le secteur militaire qui les a poussées. Ok? De toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est le GCHQ. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens prennent des décisions en tant que groupe. Ok? Les gens prennent des décisions émotionnelles. Pour des raisons émotionnelles. Pas pour des raisons rationnelles. Ok? On joue sur vos sentiments, sur votre intellect, sur votre psyché, pour vous vendre des trucs, ou pour parvenir à leur fin. Ok? Ça, c'est l'art de la manipulation. Et vous, pour vous, vous vous en rendez même pas compte, en fait. Parce que c'est invisible. C'est invisible. Tout se passe dans le secteur civil et vous voyez pas l'effet miroir, en fait. C'est que il y a un secteur civil, il y a un secteur militaire. Mais lui, il est occulte, il est invisible. C'est ce que j'appelle le monde souterrain. Et ça, cette réalité-là, vous la connaissez pas. Donc, eh ben, comme tout le monde, si le groupe dit que c'est bien, bah, je vais faire pareil. Je vais suivre le groupe, je vais suivre ma tribu, et on va pousser la société vers une certaine direction. Ok?
et on aura annihilé votre sens critique, rationnel, mais on joue sur vos émotions, ok? Avec ce besoin de consommation, le sexe, il y a plein de techniques en fait pour jouer, encore une fois, sur la pyramide de Maslow et jouer avec vos émotions, ok? La peur, hein, ça peut être une méthode pour jouer sur vos émotions. Donc c'est vraiment dans le renseignement la technique qu'ils utilisent, la graine, on seed. Je vais partager plein d'informations, je vais les convertir, ok? Je vais les transférer sur les réseaux sociaux. Ça peut être une guerre de sock puppet par exemple. Et une fois que j'ai partagé l'information, je sais que ça va être partagé par d'autres personnes, ok? Et donc mon idée, elle est partagée, elle va se développer. Si j'arrive à convaincre une personne, qui va convaincre trois personnes, qui vont également convaincre trois personnes, eh ben je vais toucher des millions de personnes, ok? Et nouveau processus. C'est un processus itératif. Nouvelle idée, je la convertis, je la mets en page, je l'influence via les médias dominants, sur les réseaux sociaux, je pousse une nouvelle idée, ok? Et petit à petit, je transforme la société. C'est partagé de plus en plus. Partagé, je repasse à une autre information, je la réinjecte dans le circuit de communication, et ainsi se répète. C'est une boucle infinie, ok? Et j'influence de plus en plus de personnes, en fait, avec mes pensées, avec mes idées. Ok? Et c'est implicite parce que les gens vont se passer l'information et ils vont se dire, bah écoute, ouais, c'est une super idée, ils vont la partager. Donc ils vont faire tout le travail pour vous, en fait, hein. Vous, vous faites germer une graine dans la tête des gens. Et ça, c'est la guerre psychologique. Ok? C'est une arme, mais parfaite. Ok? Puisqu'une petite graine, après, ça peut se transformer avec l'effet papillon. Ça peut se transformer en guerre civile, si vous manipulez un peuple, ou ça peut transformer en l'adoption de produits et transformer la société comme vous le voulez. Vous allez la modeler. C'est l'emotional shaping, ok? On va jouer sur vos sentiments et pousser la société vers une direction. Mais comme on est en démocratie, comme la société civile ne connaît pas toutes ces techniques de manipulation, et dans le meilleur des cas, bah, ce sont des théories du complot, naturellement, euh, donc on n'y croit pas, donc bah, en fait la société est transformée petit à petit, et on s'en rend pas compte. Et à une vitesse qui s'accélère, et on s'en rend pas compte, en fait. Et le jour où on se rend compte que eh ben, on est passé d'une démocratie à un État autoritaire, bah, il est trop tard, en fait. Parce que ça sera fait petit à petit, plusieurs générations par petites touches, ok? Et on vous aura conforté dans vos croyances. Donc ça, c'est la manipulation. Maintenant, on verra l'aspect psychologique. Ça sera ma dernière partie, c'est la plus technique. On verra certains psychologues dont il faudra parler. Et on va voir comment influencer l'individu, les techniques de manipulation de l'individu, du groupe et du global, ok? De la société, les réseaux sociaux. N'oubliez pas que ils vous ont été offerts. C'est vous le produit et c'est la plus grande base du renseignement, ok, hein. Et on a le programme Prism. Vous savez que tous les réseaux sociaux, ils ont vos données et donc les services de renseignement ont vos données. Mais ça n'empêche pas. Autant vous, vous faites des trolls sur Facebook, vous allez vous faire bannir. Autant la NSA fait des trolls via le GSOC ou le TAO sur Facebook, il n'y a pas de problème. Là, on fera passer les articles sans problème. Ils seront pas bannis, eux. Donc, vous voyez que c'est une guerre de l'information en sens unique. Donc attention à ce que vous voyez. C'est pour ça qu'il faut développer votre culture, parce qu'il n'y a rien de mieux. Quelqu'un de cultivé, il sera difficilement manipulable. Quelqu'un qui a aucune connaissance, qui est pas très cultivé, eh ben ouais, on pourra lui pousser toutes les théories du complot. Euh, il aura besoin voilà, de croire en quelque chose. Et donc ça en fera une personne extrêmement influençable. Donc on verra ça, la psychologie, la manipulation en fait, hein, je vous ai dit, vous pouvez aller chercher l'Institut Tavistock, Tavistock, hein, qui a formé toutes les élites et qui s'est intéressé notamment au choc post-traumatique bah, des soldats anglais après la Première Guerre mondiale. Et on a vu en fait que, bah ouais, en effet, via des traumatismes, on peut aussi faire changer la société. C'est pas que du bien. Donc l'art de gouverner, c'est faire du bien de temps en temps et du mal de temps en temps. Ok? Donc on verra toutes ces techniques qui sont utilisées par vos élites, qui sont utilisées par le renseignement, euh, ou plus gentiment pour faire du brainstorming, pour faire du narratif, vous raconter
des belles histoires, puisque l'information est contrôlée même en démocratie, et vous vendre des produits, marketing, neuromarketing, publicité, communication, ok? On va vous influencer pour vous vendre des merdes. Voilà, je m'arrêterai là. On verra toute la partie psychologie, c'est la plus costaud et bah, la plus technique. Et tout le monde n'aime pas la psychologie, donc je me suis dit que je la ferai en dernier. En tout cas, vous voyez bien que le concept, c'est qu'on applique tout ce que connaît l'homme hein, depuis la nuit des temps en termes de guerre, guerre de l'information, guerre psychologique, opération OPSEC, InfoSec sur le champ de bataille. Eh ben, toutes ces techniques, on les transfère au cyberespace. Ok. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.